Bonjour, bienvenue dans Classe du Plus, salut tout le monde, salut Médoc. Qui est Thierry? On a pour cette fin d'année 3 gros blockbusters et demi. Donc il y en a un et demi qu'on va faire dans 15 jours, et il y en a 2 juste énormes qu'on va faire aujourd'hui, là maintenant. Okay. Donc très attendu, on avait parlé un petit peu dans le précédent Classe du Plus si vous nous avez suivis. On a bien évidemment d'autres choses à vous proposer, mais rien qu'avec ces 2 blockbusters, on devrait quand même pouvoir, je sais pas quoi, on devrait faire du spectateur là je pense. Je pense que vous êtes là. Ah ouais, les pics d'audience ça va y aller. Parfait, alors on va attaquer direct avec un sommaire magnifique. On commence ce Classé du Plus avec la partie 2 du reportage consacré à DMC Devil May Cry. Suivi de la critique enfin de Hitman Absolution. Juste après, Showtime. Comme d'habitude, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on conclut avec la critique de Call of Duty Black Ops 2. Mais tout de suite, les news. 15 days since the virus hit London. On commence ces news avec le trailer de lancement d'un jeu sorti il y a seulement quelques jours, si vous êtes en train de regarder l'une des premières diffusions de cette émission. ZombiU fait en effet partie des 6 jeux Ubisoft présents au lancement de la console Nintendo et s'avère être le seul réellement intéressant, avec les conversions de Assassin's Creed 3 et Just Dance 4. ZombiU est également l'une des rares nouvelles IP proposées le 30 novembre avec Nintendo Land et le très limité Tank 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 de Namco Bandai Games. Ne serait-ce que par défaut, le titre Ubi est donc l'un des jeux les plus intéressants de la Wii U. Sa critique complète sera diffusée dans le prochain Classé 18+. Whack the shit out of them. They will keep coming at you. Survive. Someone has to. Le mode survivant du prochain FPS de Gearbox Software se dévoile via une bande-annonce dédiée. Aliens Colonial Marines fait montre ici de son allégeance au long-métrage culte de James Cameron, Aliens, en proposant un mode de jeu coopératif où un groupe de 4 Marines tentera de résister aux assauts aliens en se barricadant puis en se défendant. Un mode Horde, Made in Aliens donc, qui sans être révolutionnaire du tout, n'en restait pas moins indispensable à un titre situé dans cet univers. Les radars vont biper sévère dans un peu moins de 3 mois. New objectives active. Marines, you don't have much time. Set up perimeter defenses. Look lively. 20 meters and closing. Eyes up, people. Take the well to it. Well is hot. Get that door open. 15 meters. Closing fast. 10 meters. 5 meters. Here they come. Contact. We got it. We got it. Door's opening. Come on, move! Behind you! Man down! Hold on, I got you! Get ahead, closing! We lost another one! They're in the bin! They're picking us apart! Look out! Damn it! Jesus Christ! Le 4e pack téléchargeable consacré à Battlefield 3 est désormais disponible. Enfin, du moins pour les membres Battlefield Premium jouant sur console. Les Premium PC, eux, devront patienter jusqu'au 4 décembre, tandis que les joueurs non Premium pourront se sustenter en nouveauté le 11 décembre sur console et le 18 décembre sur PC. Ce pack Aftermath comprend 4 nouvelles maps ainsi que 3 nouveaux véhicules, sans oublier le mode de jeu inédit Pillard. Dans ce dernier, il sera nécessaire de fouiller les décors pour mettre à jour des armes plus puissantes et espérer survivre.
Metro Last Light, la suite du très bon FPS Survival Metro 2033, s'est récemment payé une série de courts-métrages live promotionnels mettant en scène une poignée de survivants dans les ruines de Moscou. Assez glauque, ces courts visent à illustrer le contexte post-apocalyptique du jeu où les survivants humains tentent de surmonter une double menace, la guerre civile faisant rage entre les différentes villes stations de métro et les mutants. Le joueur incarnera un personnage nommé Artyom, ayant a priori un passé assez lourd. Peu d'infos sur le jeu mis à part cela, et le fait que les développeurs ont clairement fait savoir que leur titre ne sortira pas sur Wii U. Choper une bière et de poter des trains arrière. Baston de bistrot, beat down. Va te friter contre les poivreaux et tâche de pas te faire tuer. Un mois après avoir découvert le butin de pirates que convoitait le capitaine Scarlet, c'est maintenant un championnat de brutasse qui s'ouvre à nous grâce au carnage sanglant de Monsieur Torg. Ce célèbre constructeur d'armes hyper protéinées, ne jurant que par les explosions, a décidé d'organiser un concours pour savoir qui était le plus badass de ses champions, et seul le meilleur pourra ouvrir une arche dissimulée sous l'arène principale. En tant que chasseur d'arches, on se doit donc de participer et on commencera à la 400e place. Ce classement semble annoncer des centaines de combats en arène, ou au moins une bonne dizaine, et donc une dizaine d'heures de fun. Malheureusement, on atteindra le sommet en seulement 4 petits affrontements. Première grosse déception. La quête principale se finit ainsi en une petite poignée d'heures et les quelques champions n'opposent pas vraiment de résistance. Mention spéciale au combat final, où la première partie pourra carrément se faire sans subir le moindre dégât pour peu que l'on se place derrière un petit mur. Rien à voir avec les derniers combats du précédent DLC. Dommage. Mis à part ça, on pourra tout de même retenir un certain nombre de bonnes idées, malheureusement pas toujours très bien réalisées. À l'image du personnage complètement barré de Torg, qui est vraiment drôle dans sa stupidité, même si certains pourront être saoulés par sa façon de parler hurler. Chers spectateurs, je sais pas pour vous, mais moi je serre tellement les fesses que mon fauteuil, il touche plus le sol. Ou bien encore l'alternance entre arène et exploration, qui a le mérite de créer 2 rythmes distincts. Lors de ces phases d'exploration, on croisera de nombreuses motos très rapides, mais qui opposeront peu de résistance face à notre propre véhicule. Elles offrent donc un challenge et un intérêt limité. Il aurait été bien plus intéressant de pouvoir nous-mêmes conduire une moto, même si cela n'avait été restreint qu'à ce DLC, encore raté. Reste Beatdown, très plaisant, avec sa quantité d'ennemis plutôt impressionnante, nous empêchant vraiment de traverser la ville tête baissée, ou bien la Forge, qui change du classique désert, avec un combat de champions un peu particulier et donc plaisant. Il y a aussi les magasins Torg, où l'on peut uniquement acheter des armes puissamment explosives avec une monnaie particulière. Mais surtout, on se souviendra du bar de Pete Pyro, où tout le monde se tire dessus dans un joyeux bordel mortel façon western à l'ancienne. Vraiment grisant. Finalement, ce DLC est une petite déception, car la quête principale n'est ni intéressante ni longue. Bien sûr, en plus de celle-ci, vient s'ajouter une quantité de missions optionnelles, dont certaines nécessitant le niveau 50, mais très franchement, pour la première fois dans Borderlands, nous n'avons eu aucune envie de toutes les faire. De plus, les quelques bonnes idées, comme la présence de PNJ bien connus faisant office de sponsor et de coach, ne suffisent pas à rattraper les maladresses, comme le fait de ne pas avoir accès au sidecar. Il reste 2 DLC à venir dans les 2-3 prochains mois, et nous espérons que Gearbox fera en sorte que ce second DLC ne soit qu'une erreur de parcours pour ce titre qui nous a habitués à un tout autre niveau de qualité. C'est fini, chers amis. La brutasse numéro 1 de Pandore a versé le sang d'une poule mouillée. Did he fucking pass out? Hold the door! Yo, Jason, get in! Get in!
Far Cry 3 impressionne d'emblée, dès les premières minutes de jeu, par la qualité de sa mise en scène et le jeu de ses acteurs. On y découvre une bande de jeunes casse-cous, amateurs de sport extrême, qui à la suite d'un saut en chute libre au-dessus d'une île tropicale, se retrouvent enlevés par des pirates. Ces derniers sont contrôlés par une espèce d'allumé illuminé, totalement flippant, Vaas. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. Les bad guys, dans le jeu vidéo, on les connaît. Des brutes épaisses, des terroristes, des monstres difformes, des personnages souvent sans finesse ni nuance. Vaas, lui, fait partie des exceptions. Rarement un méchant s'est avéré aussi inquiétant, aussi dérangeant, en français comme en anglais. Et les autres NPC ne sont pas en reste. Cette rencontre constituera l'un des moteurs du personnage incarné, Jason, dans sa quête de survie. De statut de victime, il passera rapidement à celui de prédateur, en acquérant de nouvelles compétences qui se matérialiseront sur ses bras sous la forme de tatouages. 3 énormes arborescences sont proposées dans 3 domaines distincts. Élimination à distance et mobilité, élimination d'assaut et soins, élimination furtive et survie. Les points de compétence sont acquis en gagnant de l'expérience. De l'XP donc, obtenu en réalisant des actions spectaculaires ou en accomplissant l'une des nombreuses quêtes annexes susceptibles d'être débloquées, course à bord d'un véhicule, chasse d'un animal spécial avec une arme imposée, pirate à éliminer au couteau, etc. La carte est tout bonnement énorme et outre les nombreux véhicules proposés, deltaplane, bateaux, voitures, un système de fast travel permet de se déplacer rapidement d'un point à l'autre de la map une fois les checkpoints acquis. Visuellement très riche, la jungle de Far Cry 3 impressionne et ses hautes herbes offrent une couverture idéale pour les joueurs furtifs. Cette richesse et la dimension open world du jeu ont néanmoins un prix et il ne faut pas vous attendre à du 60 images par seconde. Tout un écosystème a également été mis en place et il n'est pas rare que sa chasse soit interrompue par l'arrivée inopinée d'un autre prédateur, comme un tigre par exemple, ou l'un des nombreux chiens enragés qui pullulent sur l'archipel. Pour l'anecdote, il est même possible de tourner cet écosystème à son avantage en libérant un tigre de sa cage au beau milieu d'un camp de pirates. Tout simplement jouissif. La peau des animaux abattus permet d'upgrader son équipement directement à partir du menu afin de pouvoir, entre autres, transporter plus d'armes et de munitions. Les armes peuvent aussi être récupérées sur les ennemis ou achetées dans les boutiques des villages ou des distributeurs. Il sera possible de les modifier via l'ajout d'accessoires comme la visée laser. Pour se soigner, il existe des compétences dédiées, mais au début du jeu, il faudra passer par la phase cueillette de plantes et fabriquer ses propres seringues de soins et d'autres encore, destinées à repousser les animaux ou à affûter son instinct de chasseur. Si on ajoute à cela une tonne de trésors et d'objets à collecter, une IA solide, un contenu adulte, une gestion du cycle jour-nuit et une météo sans cesse changeante, on obtient une campagne solo franchement captivante et riche en mécaniques de jeu. À la campagne solo s'ajoute une campagne coop avec des options compétitives, jouables jusqu'à 4 en ligne, il y a 2 en split screen, ainsi que 4 modes multijoueurs, sans oublier l'éditeur de niveau. Nos premières impressions de Far Cry 3 sont donc plus que positives. Pour en savoir plus sur le jeu et connaître notre avis définitif, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une critique en bonne et due forme, définitivement classée 18+. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up, or you die. Clementine, are you all right? Where are you? Et on termine ces news 18+ avec le trailer du 5e et dernier épisode de l'excellent The Walking Dead. On vous laisse regarder et on en parle juste après en plateau. Gobbled up in all of that. We'll get to her, Lee. We'll do whatever we have to. There must be thousands of them. Did they follow us here? That's crazy. That fucking train wasn't exactly discreet. So when we get this guy, what do you think? You make sure he never takes anybody from anyone again. Lee should have left your ass in Crawford. Everyone keep it together. Don't turn on each other. There's gotta be another way. Get the fuck out of here. What? She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! I'm not leaving!
là, on vient de voir le teaser de l'épisode 5 de The Walking Dead. Donc on en avait parlé, on avait fait une petite critique flash sur l'épisode 1. On va pas refaire de critique complète, tout simplement parce que ça spoilerait beaucoup trop. Par contre, c'est vraiment le jeu qui fait l'événement et qui fait le buzz à la rédac. Tout le monde en parle, tout le monde y joue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as Telltale Games qui te propose une expérience de dingue. Déjà, t'as l'univers Walking Dead avec la philosophie The Walking Dead derrière, qui change de à petit peu près toutes les expériences zombies qu'on a pu avoir, parce que les mecs là s'inscrivent dans un processus de storytelling, on va te raconter en fait sur la durée ce qui se passe. C'est pas genre à la fin le mec qui part en hélicoptère et puis ça se termine comme ça, ou à la fin il y a sa femme qui se réveille, puis en fait c'est un zombie et ça se termine comme ça. Non, le mec te raconte le quotidien avec les problèmes liés au quotidien et surtout des textes, des twists, des paniers d'intensité. Enfin c'est extrêmement bien raconté, c'est super cohérent avec les travaux des mecs de The Walking Dead. Il n'y a rien à dire sur ce jeu, si ce n'est au niveau technique, il y a des petites faiblesses techniques, mais sinon il n'y a rien à dire, d'autant plus que tu regardes le prix, le jeu il n'est pas vendu très très cher, tu regardes la durée de vie, tu comptes d'abord les 5 épisodes que si tu te les enchaînes, t'en as pour 10-12 heures, mais avec toutes les possibilités. Alors après, on n'est pas dans du Heavy Rain, ça change pas du tout au tout. Ça reste, on te raconte une histoire, ça sera la même histoire. Mais les personnages, les interactions avec les personnages, tout ça, ça change en fonction de ce que tu fais. Enfin bref, c'est de la grosse tuerie. The Walking Dead, il n'y a rien à dire. Et en plus, là, je discutais avec Aurélien tout à l'heure, il m'a dit, ouais, les mecs ont dit sur une de leurs plateformes des réseaux sociaux, tout ça, ils ont dit, ouais, saison 2. Ouais. Évidemment, saison 2. Vu que de toute façon, le jeu là est nominé dans les tops de pas mal de rédactions, etc. Potentiellement la nôtre aussi, donc on verra. Donc c'est vraiment un gros succès critique et a priori le public suit et c'est un jeu qui fait énormément parler. Un autre jeu qui fait énormément parler, c'est DMC Devil May Cry, pour d'autres raisons. Donc c'est pas toujours les bonnes raisons. On avait consacré une première partie, donc un reportage, la première partie sur le jeu dans le dernier classique du plus. Et donc là on va voir la deuxième partie. On va s'intéresser davantage en fait au son et également au système de combat. Et donc vous allez voir, on retourne donc à Cambridge, en Angleterre, et dans les studios de Ninja Theory. Après avoir abordé dans la première partie de ce reportage, réalisé dans les studios de Ninja Theory à Cambridge, la direction artistique de DMC Devil May Cry et la relation particulière mise en place entre Capcom Japon et le studio anglais pour son développement, nous allons maintenant nous focaliser sur le système de combat. Mais avant cela, arrêtons-nous quelques instants sur un aspect souvent négligé ou ignoré dans la chaîne de production d'un jeu vidéo, le design sonore. Pour nous en parler, nous avons été à la rencontre de Tom Colvin, qui s'est chargé de tout ce qui produisait un son dans DMC, des bruitages des créatures au son produit par les armes, en passant par la musique du jeu et les dialogues. To choose the music, we went through a long process of elimination and experimentation, really. We had a good size sort of pre-production concept phase, and so at that time we were free to experiment and free to try all kinds of different things, and so we did. We tried orchestral music. We tried a sort of a horror-style orchestral score. We took music from a horror movie and we put it in our demo, and we thought, is this going to work? No. We tried much more sort of intensely electronic, over-the-top mashup kind of music. We tried really over-the-top heavy metal with lots of changes and much more sort of technical, complicated stuff. And, you know, and that all helped us to sort of get part of what we wanted. We knew we wanted something contemporary. We knew it had to be sort of angry and aggressive and that sort of rebellious Dante kind of feeling. And, but we were also, you know, we had this feeling that we wanted to push it into a new area. But our experiments sort of led us back to realizing that there's nothing wrong with guitars. There's nothing wrong with rocking out, and that's what Dante's about, so we need that. Final, Ninja Theory a décidé de travailler avec le groupe norvégien Combichrist, qui a composé 26 musiques originales pour le jeu, dans leur style hybride, soit du rock électro avec des voix très métal. Le groupe allemand Noisia, très électro, drum and bass, a également été mis à contribution. We brought both of these guys on board because they both had sort of flavors that we liked, and you know, the sort of more digital stuff for Noisia, we thought, well, this sort of grand scale, epic, large sound that they've got was going to work for the huge scale boss characters, because you need something with weight and power. So that's right, and then the more sort of
high energy, melee, fast fighting stuff that goes on all the time during the game. Well, that needs to be much more, you know, it needs more of a rocky kind of vibe. So that's how we came to use those two different artists. Un travail similaire a également été réalisé sur le sound design afin de distinguer les limbes du monde réel. Mais le plus difficile fut de créer un sound design adapté au système de combat de manière à fournir aux joueurs les feedbacks sonores nécessaires à son timing. In order to get the sort of the rhythm and the sort of pacing of combat right, we put a lot of time and effort into making that stuff because, as you say, like DMC is a combat game and it's an instinctive combat game. It needs to feel fluid, and you need to feel that you can learn the behavior of the different creatures in an instinctive way. You know, you want to feel like you're not sort of thinking, oh, did I press this or did I press that? It's all sort of just part of an experience, but you can learn it, you can gain skill. In order to do that from a sound point of view, you have to make sure that the creatures are consistent in their behavior. Whenever they do attack X, you will hear sound X, which when that's proposed to me as a sound designer, I go, don't like that. I don't want to do that. Because from a sound point of view, you always want things to sound different. If you repeat something, well, that's anathema to me. Everything should not sound the same over and over. So there's a very clear sort of conflict of interest between what you need for gameplay and what you need to sound good. Du coup, plutôt que de créer des bruitages à partir d'enregistrements de divers animaux qu'ils auraient amalgamés et mixés, les développeurs ont fait appel à des acteurs. Ces derniers ont enregistré un son correspondant à une attaque, non pas une fois, mais plusieurs, en le modifiant très légèrement. De cette façon, le joueur sait qu'il va subir un type d'attaque donné sans avoir l'impression d'entendre sans cesse le même son. We had quite a fun recording session. Lots of actors looking at this creature or that creature on the screen and going, okay, you're this guy now. We have to devise a language for you so you can tell the player what you're about to do, but you're not allowed to use words, obviously. You have to come up with some kind of vocal interpretation of the fact that you're about to smash them with your right fist. Yeah, it was a very entertaining session. Ce soin apporté au sound design des ennemis, de manière à ce qu'il aide le joueur dans sa façon d'appréhender les combats, ne fait que dénoter l'importance vitale de ces derniers dans un DMC. Du coup, on va maintenant s'intéresser à ce qui distingue les combats d'un jeu appartenant à la série DMC d'un autre beat'em all. The first thing I think is the stylishness of the combat. I mean, the main thing is you've got this game, you're killing guys, that's all good, but you have to look amazing while you're doing it. So that's something that we wanted to encapsulate into DMC. Being able to use a toolbox of moves as opposed to having sort of directed combos where you have to go through a big chain to get the outcome you want is something that I think is essentially DMC. Les armes proposées par le jeu sont en effet nombreuses et celles-ci peuvent être interverties au beau milieu d'une chaîne de combos pour l'enrichir encore. Pour aborder les combats de ce reboot, Ninja Theory a potassé les bases de la saga du point de vue des joueurs. I started by looking at a bunch of the DMC videos on like YouTube and whatever of the pro players playing. And we saw that a lot of those players are in the air all the time, juggling enemies, looking amazing. And most of us look at those videos and just go, I've got no idea how they're managing to do that, but it looks amazing and I wish I could. So we've tried to make those mechanics a little bit more accessible. You know, we've put the launch on a single face button. We've introduced, I think, a fairly decent auto-targeting system so that the player doesn't need to use a lock-on to hit the things that they want to hit. So I think we've lowered the barrier of entry for new players coming in to enjoy the game and, as soon as I mentioned, to look cool enjoying the game. 今までのシリーズの続編じゃない、もの新しくいろんなアイデアとか考え方とかを入れて新しく作り直すっていうこの今回の新しいものを生み出すっていうこと自体がすごく変えたことというか、ずっと僕らだけで作ってるとマーネリ化してくるところに新しい血を入れたところが、変わったところだと思います。具体的なことは何をやったと。One of the things that we did fairly early on in designing the mechanics was to draw out a list of every single move that you were going to have and what that move did to Dante and what it did to his enemy. So you could be close together with each other, you could be far away from each other, one could be in the air on the ground like this, like this, like this. There's all these different states that Dante can be in compared with his enemy. So one of the things with organising all those moves into being useful separate to each other was making sure that every move that ended with a certain state, there was another move that started with that same state so that you could sort of link them together. デビルメイクラーシリーズはすごく単純に技の数が多いだ
だけじゃなくて、でしかも他のゲームと違ってこの技とこの技とこの技この順番に使わないとクリアできませんよっていうゲームでもないっていう非常に難しいバランスになりたいと思います。でそこのところを一緒に話して理解してもらいつつ、全ての技が行動に意味があるようにしつつ、一つの意味に縛られずにユーザーが自由に選ぶことにもそこのクリエイティブもすごく尊重できるようなっていうバランスを今回もきっちり、保ってもらえたと思ってます。なので、そこは非常に分かり合えて作れたかなというふうに思ってます。Afin que le joueur ne soit pas dépassé, les équipes de Capcom Japon et de Ninja Theory ont particulièrement travaillé la courbe de progression pour qu'il ait le temps d'apprendre à maîtriser une arme ou une technique avant d'en débloquer de nouvelles. まずはもう最初のダンテの歩きと走りとストップとジャンプとの全部もう一個一個全部一緒にチューニングはしました。こういう風に動かしたいよっていうのは提案されるんだけど、でも9つこれはこういう風にしないとDMC シリーズで求めてたレスポンスは出ないよっていうのを本当に細かい一個一個のモーションのフレームから、やってましたし、大きいとこではボスバトルのプレイヤーとのロジックですね、駆け引きのロジックのところもこんな風な戦闘にしたいんだったらこういうロジックで考えないと面白くならないよみたいな話をやりながら、そしてアイデアを形にするための提案っていうのを本当に細かいとこから大きな流れのとこまで、本当に全部ちゃんとコラボレートして作りました。Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à la sortie du jeu pour pouvoir juger des résultats de ce travail commun entre Capcom Japon et le studio anglais. En attendant, on ne peut que vous encourager à télécharger la démo, accessible sur le PSN et le XBLA. Ah, génial. Alors c'est bien avec le reportage, c'est qu'en fait DMC Devil May Cry, maintenant tout le monde peut se faire un avis, tout simplement parce que la démo est sortie sur le PSN et sur Xbox Live. Donc voilà, on peut y jouer, il y a deux niveaux. Il y a un niveau classique avec une partie plateforme, une partie combat, il y a un niveau contre un boss et également plusieurs petits défis cachés donc qui sont accessibles et évidemment plein de niveaux de difficulté qui permettent de recommencer le jeu et là pour le coup de se confronter à des monstres complètement différents. Et là on peut vraiment se faire un avis sur le jeu, sur les systèmes de combat, le respect de la licence, est-ce que c'est intéressant ou pas. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc à voir, donnez-nous vos avis sur les forums, n'hésitez pas. Et puis maintenant on va voir un autre jeu qui lui aussi a fait un petit peu polémique, Hitman Absolution. La crainte c'était est-ce que le jeu lui aussi va prendre comme Splinter Cell une direction un petit peu plus action pour laisser de côté l'infiltration? Est-ce que l'ADN de la série allait être respecté? On a confié la critique à un gros fan, Gabriel, donc qui nous a fait une critique un petit peu à rallonge, mais vraiment intéressante et bien fournie. D'accord. Voilà. On en a pour 20 minutes là? On n'en a pas pour 20 minutes, mais pour un petit bon moment. J'ai des trucs à faire. Bah, on se retrouve juste après. Ok. Depuis son rachat par Square Enix en 2009, Eidos ressuscite ou reboot une par une ses plus célèbres licences. Deus Ex a eu droit l'an dernier à un nouvel épisode, Human Revolution, le reboot de Tomb Raider devrait sortir l'an prochain, puis viendra le tour de Thief. Cette année, c'est au tour de Hitman, la fameuse série d'infiltration créée par IO Interactive, de faire son grand retour. Bien moins connus que les Metal Gear Solid et autres Splinter Cell, les Hitman ont pourtant fourni certains des titres les plus marquants du genre, influençant de nombreux titres encore aujourd'hui. L'histoire n'avait pourtant pas si bien commencé avec le tout premier épisode sorti en 2000. Hitman, codename 47, posait certes les bases de la série, en offrant aux joueurs la possibilité de se déguiser pour duper ses ennemis, mais était surtout rempli à ras-bord de défauts. Buggé, trop dur et surtout entrecoupé de phases de pure action inutiles, Codename 47 laissa un goût d'inachevé à ceux qui y ont joué. C'est véritablement en 2002 que la série a acquis ses lettres de noblesse, avec Hitman 2 Silent Assassin. Les développeurs poussèrent encore plus loin le côté infiltration de Codename 47 et laissèrent aux oubliettes les phases d'action. Des niveaux ouverts, de multiples façons d'assassiner ses cibles, une difficulté bien gérée et un héros, l'agent 47, débordant de classe. Silent Assassin révolutionna en son temps le jeu d'infiltration, ni plus ni moins. 2 ans plus tard, en 2004, IO Interactive sortit un nouvel épisode de sa poule aux œufs d'or, Hitman Contracts, que l'on pourrait résumer comme étant une version 1.5 largement dispensable de Silent Assassin.
En 2006, le studio danois profita de l'arrivée de la Xbox 360 pour sortir un nouveau Hitman baptisé Blood Money. Deux mots qui résonnent encore dans la tête des joueurs, un nom qui symbolise une vision jusqu'au boutiste et sans concession de l'infiltration. Difficiles et longs, les niveaux de Blood Money sont encore aujourd'hui des références de par leur richesse et leur finesse. Des dizaines de possibilités s'offrent aux joueurs à la moindre situation, que ce soit lors de l'infiltration d'un bâtiment ou de l'assassinat d'une cible. Mentionnons également le travail titanesque effectué sur les foules, qui a sans doute inspiré Assassin's Creed ou GTA 4. Depuis, plus rien, mis à part un film minable que nous nous sommes empressés d'oublier. Quant à IO Interactive, le studio s'est consacré à une nouvelle licence, Ken & Lynch, et a mis de côté pendant quelque temps sa franchise phare. Mais une licence ne reste jamais en sommeil éternellement. Un nouveau Hitman, intitulé Absolution, fut annoncé l'an dernier et son premier trailer était plutôt alléchant. Une vidéo de gameplay fut diffusée quelques mois après, poussant les fans de la série à pleurer et à hurler de désespoir. On y voyait l'agent 47 passer à travers une vitre, exploser une statuette sur la face d'un garde, trucider toute la police américaine avec ses flingues, pour finir par fuir un hélicoptère en sprintant. Au fil des mois, d'autres trailers sont tombés, montrant de grosses phases d'action bien bourrines, mais également des séquences d'assassinats rappelant les anciens Hitman. Malgré cette abondance de trailers et d'informations, il était impossible de savoir à quoi s'attendre avec Hitman Absolution. Vraie suite ou reboot non assumé, sous Splinter Cell Conviction ou jeu d'infiltration à l'ancienne. C'est ce que nous allons voir. Avant toute chose, sachez que l'auteur de cette critique est un énorme fan des Hitman, et qu'à ce titre, il était prêt à sortir la calache si une seule des mécaniques de la série avait été simplifiée. Heureusement, ce n'est pas le cas. Le ton est donné dès la première mission. Hitman Absolution sera l'épisode le plus sombre de la série, comme le fut en son temps Double Agent pour Splinter Cell. La première cible à assassiner est ainsi Diana Burnwood, contact de 47 à l'agence depuis le premier épisode, considérée comme une traîtresse par ses anciens employeurs. Juste avant de mourir, elle charge 47 de veiller sur sa protégée, Victoria, une adolescente traquée par l'agence. Pardonne-moi. Recherchée par ses anciens collègues, par la police, puis par un magnat du pétrole, 47 se retrouve totalement seule, sachant rarement quoi faire. Cette cassure par rapport au précédent volet, où l'on était toujours soutenu par l'agence, explique de nombreux changements. L'unité de lieu en fait partie. Alors que les précédents Hitman étaient une ode au voyage, nous faisant d'abord visiter la Sicile pour enchaîner immédiatement avec la Russie, toute l'aventure d'Absolution se déroule aux États-Unis. Ce choix peut être critiqué, mais n'en reste pas moins cohérent. Sans aucune ressource et dépourvu d'informations, l'agent 47 doit affronter le monde entier lorsqu'il bouge, ne serait-ce que de quelques mètres. La narration s'en ressent forcément. La majorité des niveaux se conclut par l'apparition d'un élément perturbateur, que ce soit un twist scénaristique ou un personnage. Auparavant en retrait, pour ne pas dire absente, l'histoire est centrale dans Absolution. Que les choses soient claires, la trame en elle-même n'a rien de folle. C'est bien rythmé et parfois surprenant, mais ce n'est pas révolutionnaire. Non, le tour de force des scénaristes d'IO Interactive a été de capter l'essence même du personnage de l'agent 47, pour mieux le détruire et le reconstruire. Au bout de 2 heures de jeu, le héros de la série est dépourvu de tous ses attributs, son contact narrant les briefings des précédents épisodes, et même ses célèbres armes, la corde de piano et les Silver Ballers. Que reste-t-il de l'agent 47? C'est ce que nous chercherons à savoir à partir du milieu de l'aventure, où une nouvelle mythologie se formera autour de l'assassin. Une mythologie semblable à la précédente, mais différente en certains points que nous ne dévoilerons pas ici pour ne pas spoiler. Les développeurs ont axé tous les aspects de leur titre autour de cette recherche, et le travail le plus remarquable a été effectué sur les différents personnages. Mis à part l'agent 47 et Victoria, les divers protagonistes sont tous très caricaturaux à première vue. Un magnat du pétrole lubrique, un indique fourbe, des femmes fatales, etc. Si on s'arrête aux apparences, on croirait que cette bande de tarés sort tout droit d'un roman pulp bon marché. Mais si l'on décide d'aller plus loin que cette première impression, on constate qu'ils existent dans l'unique but de sublimer l'agent 47, représentant la seule once de lucidité et de bonté dans ce monde. Et pour le coup, c'est réussi. On s'identifie beaucoup plus facilement au héros que par le passé. Alors c'est pas un cancer de la prostate. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une mise au point s'impose. Hitman Absolution doit absolument être joué dans les modes de difficulté professionnels. Les modes dits renforcés offrent beaucoup de bonus et d'aide aux joueurs, trop même, dénaturant ainsi l'esprit des Hitman.
si vous devez jouer à Absolution, c'est au moins en difficile. C'est à partir de ce mode que l'on retrouvera les sensations des précédents épisodes. L'absence de checkpoint, des ennemis nombreux et assez réactifs, bref, un challenge digne de ce nom. Malgré ce qu'on a pu penser en visionnant ces bandes annonces, Hitman Absolution n'est définitivement pas le Splinter Cell Conviction de sa série. S'il apporte et modifie de nombreuses choses, sa vision de l'infiltration reste dans la lignée de ses prédécesseurs. Comme dans les précédents épisodes, il existe de nombreuses manières de réaliser un même objectif. La première mission à Chinatown en est la parfaite illustration. Pour assassiner votre cible, vous pouvez bien évidemment utiliser la manière forte en la poussant dans les égouts si les gardes ne vous tuent pas avant. Mais la jouer fine est souvent plus gratifiant et amusant. Ainsi, vous pouvez empoisonner le plat de votre victime, la faire exploser avec sa voiture, ou bien vous déguiser en dealer pour l'attirer dans un endroit calme. L'usage des déguisements a été modifié. Désormais, seuls les personnages ayant le même costume que vous vous repéreront. Loin d'être une simplification du gameplay, ce changement demande aux joueurs de planifier encore plus ses futures actions. Si se déguiser en flic au début d'un niveau peut être utile, ce costume sera beaucoup plus lourd à assumer dès lors que l'on pénètre dans un commissariat. C'est dans ces moments-là qu'il convient d'utiliser son instinct, symbolisé par une barre en bas à droite de l'écran, et rechargeable en dissimulant des corps par exemple. Cet instinct peut être consommé par 3 actions différentes. Par la dissimulation de votre visage, ce qui vous rendra indétectable une fois costumé. Non, ça me semble parfait. Par le tir réflexe, permettant de figer le temps et de viser les ennemis à éliminer comme dans Red Dead Redemption. Et enfin par la détection des ennemis à travers les murs. Ces 3 éléments de gameplay vont à coup sûr faire hurler de nombreux fans hardcore. Et pourtant, ils restent cohérents avec l'ADN de la série. La vision à travers les murs, ainsi que la minimap, en bas à gauche de l'écran, remplaceront l'ancienne carte détaillant absolument tous les faits et gestes des personnages présents dans l'ère de jeu. Et si l'on doit comparer les deux approches, la nouvelle est beaucoup plus restrictive, sachant que vous ne pouvez pas connaître à l'avance la position des ennemis ou même l'architecture du niveau. Quant au tir réflexe, il a également sa place dans la série des Hitman, la méthode musclée ayant toujours fait partie des options disponibles. Son usage est néanmoins extrêmement limité car la jauge d'instinct se vide à une vitesse folle. Cela jeu bourrin est d'ailleurs découragé par le titre, la visée normale n'est pas très précise et il faut constamment la stabiliser pour faire ce que l'on veut. Et surtout, l'agent 47 n'est pas capable d'encaisser énormément de coups. La barre de vie descend très rapidement lors des gunfights, et encore plus lors des combats au corps à corps qui prennent malheureusement la forme de QTE. Hitman Absolution n'en reste pas moins un pur jeu d'infiltration. Les éléments classiques du genre sont d'ailleurs toujours présents, comme la possibilité de dissimuler les cadavres ennemis. En plus de cette possibilité, on notera l'apparition d'un cover system salutaire. D'une manière générale, l'agent 47 est bien plus maniable qu'auparavant. Plus rapide, capable d'effectuer plus de mouvements, le contrôler est un véritable plaisir. Le plus gros changement d'Absolution concerne son level design. Les niveaux très ouverts sont ici remplacés par un enchaînement de séquences liées entre elles. Encore une fois, cette décision fera polémique, mais on ne peut pas nier qu'elle est très bien exécutée. Un niveau est composé d'1 à 6 séquences, toutes très différentes, ce qui permet de varier les objectifs et de constamment proposer aux joueurs de nouveaux challenges. Par exemple, une des premières missions vous demandera de franchir les barrages policiers pour ensuite assassiner le propriétaire d'un strip club avant de passer par un bâtiment en ruine et un magasin pour rejoindre Chinatown afin d'y assassiner d'autres cibles. On passe ainsi à des aires de jeu très ouvertes, typiques des Hitman, à des niveaux plus linéaires, proches des premiers Splinter Cell. D'autres séquences sortent même du jeu d'infiltration, avec des scènes de course-poursuite ou de concours à un stand de tir. En principe, c'est à ce moment de la critique qu'on vous annonce que le mode solo dure 4 heures en ligne droite. Eh bien, ce n'est pas le cas. Tout dépendra bien évidemment du mode de difficulté et de votre approche, mais à titre d'exemple, l'auteur de cette critique a mis environ 30 heures pour terminer Absolution, en difficile et en visant la discrétion absolue. C'est beaucoup, c'est énorme même. Absolution est ainsi l'épisode le plus long de la franchise et réussit à rester captivant de bout en bout à de rares baisses de régime près. Mais terminer le jeu n'est pas une fin en soi, grâce à une rejouabilité gigantesque obtenue grâce à 2 ajouts, le score et le mode Contracts. Lors de chaque mission, votre score est indiqué en haut à gauche. Plus vous tuez de gens, moins vous êtes discret et plus il baisse. Pour augmenter votre score, vous devrez être discret et assassiner votre cible avec un élément du décor. C'est véritablement le système de multiplicateur de score qui pousse à rejouer les niveaux. En accomplissant les défis liés à la séquence, comme trouver tous les costumes, tuer de telle façon ou effectuer telle action, vos futurs scores bénéficieront de bonus. Pour avoir le meilleur score possible, il faut donc refaire plusieurs fois les niveaux et surtout expérimenter toutes les approches. Diabolique, tout simplement. D'autant plus que les scores de ses amis s'affichent au début de chaque séquence, offrant une raison supplémentaire de scorer. Le mode Contracts est certainement l'ajout le plus innovant d'Absolution.
Dans ce mode, les joueurs peuvent créer et mettre en ligne leur propre contrat pour que d'autres joueurs les parcourent et les notent. Pour créer un contrat, il faut d'abord l'exécuter soi-même. Vous désignez vos cibles, puis vous les assassinez à votre façon, en choisissant l'arme et le costume porté. Il ne reste plus qu'à sortir du niveau pour créer le contrat. Le seul gros défaut du game system est l'intelligence artificielle, parfois trop permissive. Cela n'empêche pas le jeu de proposer un bon challenge, mais voir un garde ne pas broncher lorsqu'on étrangle un de ses potes à 2 mètres a de quoi énerver. Cherche tout de suite le bar. Dom se trouve toujours là où il y a de l'action. Hitman Absolution est une grosse baffe technique. Comme Blood Money en son temps, on n'a jamais vu une foule aussi bien gérée. Elle bouge, elle parle de sujets totalement inintéressants, bref, on a vraiment l'impression de naviguer dans des lieux réels. Les interactions avec le décor sont également très convaincantes. Certains éléments sont destructibles et on peut ramasser plein d'objets, comme des bouteilles ou des couteaux pour s'en servir plus tard, en les lançant au sol pour attirer un ennemi par exemple. Artistiquement, le contrat est toujours aussi positif. Les développeurs se sont inspirés de l'esthétique pulp que l'on peut retrouver au cinéma chez Tarantino, mais y ont incorporé un aspect crade déjà vu dans Ken and Lynch 2. Et c'est plutôt réussi. Les lumières aveuglantes et le gros grain de l'image donnent un certain cachet à Absolution. Le travail au niveau du son est également très impressionnant. Une impression de lourdeur et de puissance se dégage des bruitages, notamment lorsqu'on balance une hache sur un ennemi. Quant au doublage, il est simplement excellent, que ce soit en original ou en français. Elle ne doit pas devenir comme vous. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Malheureusement, ce nouveau Hitman est bourré de bugs, du moins sur PC. Pas d'énormes bugs qui font planter votre PC, mais des perturbations qui viennent à briser l'immersion, comme lorsque la foule disparaît subitement. Si ce manque de finition n'est pas un énorme problème, c'est un des nombreux petits défauts d'Absolution qui, mis bout à bout, agace. L'IA parfois bien stupide, le milieu du jeu un peu mou, les scenes, la fin décevante de l'histoire. Mais le simple fait de retrouver un jeu d'infiltration long, dur et exigeant parvient à éclipser ses défauts. IO Interactive a cherché à renouveler l'infiltration en réinventant un de ses personnages fétiches et ils ont réussi. Le sentiment de puissance que l'on éprouve après avoir tué sa cible avec un simple lustre se mêle à la peur ressentie lorsqu'une dizaine d'ennemis passent à côté d'un cadavre. Le sentiment du devoir accompli à la fin d'une mission se mélange au goût amer de la défaite lorsqu'on voit son minuscule score. Hitman Absolution est un jeu d'infiltration jouissif et cérébral à la fois. Une réussite. Donc visiblement ça a plu à Gab, c'est bien. Du coup je te propose et je vous propose de rester dans le positif, dans des bons feelings, hein Thierry, avec la rubrique qui va suivre, c'est-à-dire Showtime. C'est pas une surprise. C'est tout de suite. Pour le Showtime de ce mois-ci, j'ai décidé de m'inscrire dans un délire estival, histoire d'oublier le froid, la crise et les problèmes. Et pour ce faire, je suis parti voir du côté de l'un des éditeurs les plus prolifiques en matière de jeux vidéo pour adultes, Illusion en l'occurrence. Je suis ainsi tombé sur Sexy Beach Zero, le dernier volet en date d'une série débutée en 2003 qui propose à la jeunesse adulte de passer du temps avec des filles dans un cadre balnéaire. Alors normalement, le joueur doit passer par tout un tas d'étapes auprès des 5 filles disponibles avant d'obtenir quelque chose de concret. Des étapes à base de cadeaux, de discussions, de jeux de plage, tout ça. Bref, tout un process dont normalement vous avez rien à foutre. Et pour le coup, chose rare dans Showtime, moi aussi. J'ai donc utilisé mes compétences en hardware d'internet pour télécharger une sauvegarde avec tout dedans. Les maillots de bain évidemment, mais aussi les accessoires en tout genre, comme des appareils de massage et même les piles qui vont avec. Alors compte tenu du nom du jeu, il faut s'attendre à des activités qui vont dans le sens de l'été et de la détente, comme le fait d'étaler de l'huile sur le corps de nos jeunes courtisanes par exemple. Une activité super suggestive soit dit en passant. Vous remarquerez d'ailleurs que je prends soin d'esquiver toutes les zones qui peuvent générer des engueulades. Et les jeunes qui sont en couple savent de quoi je parle. Pas dans les yeux, pas dans les cheveux, c'est la règle. C'est pas moi qui l'ai inventé, et je suis comme vous les mecs, je m'y plie. Don't hate the players, hate the game. Anyway, ce qui nous intéresse ici, comme souvent d'ailleurs, c'est le free mode.
un mode susceptible d'assouvir pas mal de déviance. On commence donc par poser le setup en choisissant le lieu, le moment de la journée et la flagorneuse avec laquelle on va passer du temps. Notez d'ailleurs que pour ces dernières, un système de personnalisation est présent et permet pas mal de choses. Des modifications physiques bien entendu, mais aussi tous les vêtements et accessoires présents dans ma sauvegarde craquée. Un délire qui devrait clairement parler à Thierry, étant donné la nature du 3 minutes pas plus diffusé juste après ce Showtime. Mais on s'égare. On revient sur notre setup et on sélectionne ensuite l'activité, qui peut aller de la séance de massage au préliminaire, en passant par une session de hula hoop pour les fétichistes des cerceaux. Vous pouvez maintenant être acteur en la stimulant un peu partout avec des items destinés exclusivement au massage dorsal, ou bien spectateur en la regardant faire la bouffonne avec un accessoire quelconque. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec les moments les plus délectables de ma saisie. On se retrouve le mois prochain. Alors donc merci Médoc pour ce formidable Il s'auto-remercie. Il porte un Médoc. t-shirt genre pour son émission XP, mais c'est le mec en mode total promo, quoi. T'hallucines. C'est bien, tu te kiffes. Donc merci Médoc. Bah écoute, de rien Médoc. Par contre là on va voir quelque chose de bien Thierry. Là on va voir quelque chose de bien parce que donc évidemment c'est l'heure de 3 minutes pas plus, mais là pour le coup c'est pas un 3 minutes pas plus sur un jeu avec un concept un peu. Non. Là il y a une profondeur. Là c'est un jeu qui aurait peut-être même éventuellement mérité une critique. Dans EXP. Dans EXP. Dans EXP. Non mais véridique. Wow. Véridique. Il y a plein de mécaniques de RPG dans le jeu. Mais complètement. T'as un système d'expérience, de progression, il faut que tu grindes, comme dans un RPG. T'as 1 milliard de costumes différents pour habiller tes personnages. Donc dimension customisation au top. Des NPC, mais genre à gogo. T'as plus de 1200 items, tu vois, de customisation. C'est un truc impressionnant. T'as une vraie durée de vie. T'as vraiment un paquet de trucs. T'as plein de lieux à visiter. Tu peux faire des rencontres aléatoires. T'as une dimension un petit peu sociale online. Est-ce qu'il va rentrer dans notre top jeu top, Thierry? Potentiellement, il aurait sa place. On leur laisse la surprise? On leur laisse la surprise. Mais c'est bien. La nouvelle Maison du Style est une version 1.5 en 3D relief de la Maison du Style sortie sur DS en 2009. Un excellent jeu de gestion RPG destiné avant tout aux jeunes filles qui permettait d'incarner et de pousser une jeune styliste en herbe sous les feux de la célébrité. Le jeu se démarquait par son ergonomie en soie, tout au stylet, et un game design en cachemire qui tendait à prolonger la moindre partie bien au-delà de ses intentions initiales. Ce plaisir, lié à la navigation dans le jeu, est toujours présent dans cette suite boostée exclusivement destinée à la 3DS. Après avoir créé son avatar, on débute en tant qu'assistante dans la nouvelle boutique de Eve. Comme dans le volet précédent, des clientes débarquent régulièrement avec des envies particulières ou non. À vous de leur conseiller des vêtements dans un style leur correspondant et en fonction de votre stock. Un petit moteur de recherche permet d'ailleurs de filtrer ce dernier, qu'il est possible d'enrichir en allant démarcher des enseignes spécifiques sur un marché de grossistes. Le choix des tenues proposées aux clientes est avant tout une question de feeling et d'observation. Une fois votre choix arrêté, deux solutions se présentent à vous. On peut montrer la tenue sélectionnée à la cliente ou tenter le tout pour le tout en leur proposant de l'essayer tout de suite. Si la cliente est déçue, elle partira en s'excusant. En revanche, si elle est satisfaite, sa confiance en vous augmentera et elle pourra éventuellement vous demander un autre article dans la foulée, voire un relooking complet. On a donc une petite pression à chaque fois que la cliente disparaît derrière le rideau. Petite nouveauté, les clientes sont parfois accompagnées par leur petite amie ou une copine. En revanche, elles correspondent toujours au stéréotype de la mode en affichant des silhouettes on ne peut plus longilignes. La dimension économique du jeu est toujours présente et il faudra gérer au mieux son stock, son marketing, via son look, le look de sa boutique et le mannequin présent en vitrine, mais également influer sur le choix des marques proposées sur le marché des grossistes. La dimension sociale a, quant à elle, été développée. On pourra toujours se maquiller, se coiffer et s'habiller de manière à véhiculer une image positive, mais aussi quitter la boutique pour aller prendre un thé avec une cliente ou tout simplement se balader en ville pour provoquer des rencontres. Son agenda se remplit du coup assez vite et comme dans un GTA 4, il faudra veiller à préserver son réseau social. Un réseau social qui existe également en dehors du jeu via les fonctionnalités de la 3DS. Outre le recours à la réalité augmentée pour admirer ses tenues, vous pourrez aussi les échanger via le quartier de la mode qui permet d'obtenir des tenues en ligne créées par d'autres joueuses ou joueurs stylistes. Une fois votre carte de styliste créée, vous pourrez également visiter les boutiques d'autres joueurs, sachant qu'il est possible d'organiser des concours en multilocal avec un maximum de 3 autres personnes.
Toutes vos décisions, si elles font mouche, un article acheté chez les grossistes, un rendez-vous avec une cliente, l'ajout d'un nouvel élément de déco dans votre appart, une nouvelle coupe de cheveux et bien entendu une tenue vendue à une cliente satisfaite, remplissent une jauge de bonheur. À la tombée du jour, ce bonheur s'envole et remplit la lune pour finalement provoquer des retombées positives sur votre quotidien. Les nouveautés se débloquent donc grâce à cette nouvelle jauge, ce qui ralentit le tempo du jeu et oblige les joueuses à grinder des points d'XP bonheur comme dans n'importe quel RPG. Une excellente suite, d'une richesse épatante, exploitant à merveille la 3DS, que ce soit par sa nouvelle dimension sociale ou la qualité de sa réalisation. Pour l'anecdote, ce titre a été développé par le studio japonais Synsophia, ex-Aki Corporation, à qui l'on doit Def Jam Vendetta ou encore Ready to Rumble Revolution. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand écart. Non, ça tue, hein. J'ai envie d'y jouer. Non mais franchement, il faudrait que tu essayes un de ces 4. Ah ouais, et tu verras, ouais. tu vas retourner ta veste, comme tout le monde, comme tous les gens qui l'ont essayé, tu tombes dedans. L'ergonomie, elle est juste parfaite, il y a un contenu de ouf, il y a une vraie dimension RPG et gestion. Donc du coup, honnêtement, ça aurait sa place dans XP. Et en plus, en ce moment, tu manques de critiques. Et en plus, t'es là, tu vas aller chercher genre, des critiques de jeux qui sont sortis en juillet. Je sais. T'es là, genre, bah ouais, il faut faire ça, quoi. Je sais, putain. La nouvelle maison du style 2, c'est pour toi. La nouvelle maison du style 2, c'est pour moi. Par contre, Black Ops 2, c'était pour Emmerich, c'est lui qui s'est chargé de la critique. Donc a priori, c'était pas un cadeau, c'était un peu la patate chaude de Sun No Life. Et surprise, a priori, c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt bien. Et le pire, c'est même la campagne solo qui a toujours été critiquée, qui a priori a fait un petit level up. D'accord. Ouais. C'est le blockbuster immanquable de fin d'année, l'actuel maître étalon du first-person shooter, la licence que tous les autres éditeurs jalousent. Et pourtant, Call of Duty n'est pas une série dont nous attendons l'épisode annuel avec une impatience irrépressible. Comprenons-nous bien, ici à la rédaction, on ne voue pas une antipathie particulière au best-seller d'Activision, on admet même sans problème qu'il est loin d'être exempt de qualité. Mais globalement, c'est la lassitude qui nous emporte lorsqu'il s'agit de plonger dans un énième FPS à la progression rectiligne et surtout bourré d'actions scriptées. Peut-être sommes-nous trop exigeants. Gamers de l'ancienne école, on se rappelle qu'il y a encore pas si longtemps, FPS se conjuguait avec armes abracadabrantes, salles secrètes et level design labyrinthique. C'est quoi ça ? Dorénavant, FPS rime plutôt avec réalisme. Réalisme des armes, des conflits et des environnements, comme en témoignent les derniers Battlefield, Modern Warfare ou encore Medal of Honor. Il faut s'y faire, le joueur d'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est du Michael Bay vidéoludique, du spectacle qui en met plein les yeux, de la surenchère et surtout pas de prise de tête. Activision l'a bien compris, et après un Modern Warfare 3 toujours aussi rocambolesque, la licence est de nouveau confiée à Treyarch, qui nous livre aujourd'hui la suite de l'épisode Black Ops, sorti en 2010. Mais ne vous en faites pas, si Makarov, Soap et compagnie ne sont pas de la partie cette année, le côté grandiloquent de la série est quant à lui toujours de mise. Mon équipe. Une fois n'est pas coutume, un Black Ops, ce n'est pas un, mais 3 jeux à la fois. On a d'une part le mode zombie qui fait son retour, le multi dont nous parlerons un petit peu après, et bien sûr la campagne qui nous intéresse ici. J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur. Pour changer, il est question de partir à la recherche d'un leader terroriste menaçant la sécurité des États-Unis et donc du monde entier, évidemment. Cet homme n'est qu'un pantin. Bon, on charrie, mais en vrai, c'est un peu plus complexe et intéressant que ça. L'histoire se déroule en effet dans 2 époques distinctes, la fin des années 80, à travers les souvenirs de Frank Woods et d'Alex Mason, héros du premier Black Ops. Moi, j'aime personne. Et en 2025, dans la peau de David Mason, le fils. Très bien, l'amiral Briggs. Dans les années 80, Raúl Menendez, le grand méchant de l'histoire, est un trafiquant d'armes de plus en plus puissant, que la CIA a décidé d'éliminer. Menendez a capturé Woods, et la première mission du jeu consiste à partir à la rescousse du soldat, retenu quelque part en Angola. En 2025, le monde est témoin d'une seconde guerre froide, opposant cette fois-ci les USA à la Chine, qui vient d'essuyer une cyberattaque. Cordis Die, un mouvement populaire comptant plus d'1 milliard de soutiens à travers le monde, use de son influence pour tourner l'opinion publique contre les États-Unis. Au moyen d'un complot de grande envergure, Cordis Die impute la responsabilité de la cyberattaque aux USA, qui n'y sont pourtant pour rien. C'est ainsi que la narration alterne de façon subtile entre 2 époques. David Mason faisant appel aux vieux Woods pour en savoir plus sur le passé de Menendez, sur les raisons de son engagement et de sa haine envers les États-Unis. Passe ton téléphone. Une manière ingénieuse de varier les environnements, les phases de gameplay et l'ambiance sur fond de scénarios dramatiques et attachants. Ce labo a des liens avec un terroriste. Dites-nous tout, vous le regretterez.
Il sera question de vengeance, de trahison et de choix, car la petite nouveauté, mais pas des moindres, la fin du jeu peut différer selon les actions que vous effectuerez tout au long de l'histoire. Et boum. Bienvenue au Hilton Danaï. Voilà de quoi, pour une fois, vous pousser à faire de nouveau les missions, afin de savoir dans quelle mesure un simple tir peut changer une destinée. Je veux voir votre monde ravagé. Eh bien, je crois qu'il va être déçu. Les renforts sont déployés. Eagle au sol. On vous avait prévenu, Black Ops 2 remplit scrupuleusement le cahier des charges du petit FPS moderne. Phase de shoot en véhicule, séquence de tir au ralenti, mise en scène dantesque, tout est là pour vous donner votre dose annuelle de spectacle. Ici, le but n'est pas de faire dans le réalisme, mais plutôt de vous transporter, à l'instar de cette mission où vous êtes sur le dos d'un cheval, armé d'un lance-roquettes et chargé de détruire des tanks géants. Quoi de plus normal, franchement. Hudson, char détruit. Treyarch est plein de ressources, et vous trouverez évidemment des séquences aussi spectaculaires tout au long du jeu, que ce soit dans le passé ou le futur. Croisier que je vous laisserai, hein? Mais ce n'est pas tout. Une des plus grandes innovations apportées par Black Ops 2, ce sont les missions force d'assaut. Élimination confirmée. Malin mélange de FPS et de RTS, ces missions vous mettent dans la peau d'un commandant déplaçant ses troupes au cours d'une bataille. Ça me paraît bien. Côté RTS, vous disposez d'une vue du dessus, similaire à celle d'un StarCraft par exemple, au moyen de laquelle vous pouvez commander à vos troupes ou à une unité de se déplacer à tel ou tel endroit. Côté FPS, vous pouvez d'une simple pression de bouton passer en vue subjective en incarnant l'unité de votre choix, que ce soit un soldat, une tourelle de défense ou un robot. Franchement rafraîchissantes, ces missions viennent varier le gameplay, même si le tout aurait mérité d'être un peu plus peaufiné. Déjà, car l'ensemble est très largement simplifié. On est à milieu de la complexité d'un RTS digne de ce nom. Et aussi, car à voir la façon dont il se jette dans les bras de l'ennemi, les soldats que vous envoyez au casse-pipe ont certainement dû sécher les camps d'entraînement. Mais qu'importe, ça reste fun quand même. Ça y est, vous avez des renforts. Bref, voilà pour le solo qui, pour résumer, est relativement court, comptez à peu près 8 heures pour le finir une première fois, mais plutôt agréable et surtout pas bien compliqué. Pour le multi, que les joueurs attendent au tournant, il y a deux principales choses à retenir. D'une part, le service Call of Duty Elite devient gratuit. À vous les statuts ultra personnalisés, les compétitions de clans et la Call of Duty Academy qui vous apprend les bases du jeu à travers une série de tutoriels vidéo. Car Call of, c'est avant tout de la compétition et constituer son équipe de tueurs pour briller en ligne n'a jamais été aussi simple et rapide. D'autre part, la véritable nouveauté du multi, c'est le système Pick-10. Système de personnalisation à l'extrême, Pick-10 vous propose de créer la classe qui vous correspond parfaitement. Armes, accessoires, atouts, jokers, chaque élément d'équipement a une valeur de 1 point et c'est à vous de faire votre propre tambouille, sachant que vous avez 10 points à attribuer au maximum. Vous désirez avoir 4 atouts? Prenez-les et sacrifiez donc un joker. Vous êtes un maniaque de la grenade, doublez vos quantités d'explosifs et ne prenez même pas d'armes. Non, clairement, le mode Pick-10 est une vraie bonne idée, pouvant engendrer des compositions assez cocasses. Pour le reste du multi, c'est assez classique, on se bat par équipe ou tout seul, on gagne de l'expérience, on débloque des armes, etc. Le mode zombie, quant à lui, ne revient pas non plus les mains vides. Même si le concept reste inchangé, il s'agit toujours de se barricader pour survivre le plus longtemps possible à des vagues de morts vivants, de nouveaux modes font leur apparition. Le mode transit vous catapulte dans un monde semi-ouvert, dans lequel les survivants doivent interagir avec les éléments du décor, utiliser une turbine pour ouvrir une porte, rétablir le courant dans un secteur, etc. La coopération sera de mise pour découvrir tous les secrets d'une zone et s'armer de façon optimale, sachant qu'un bus améliorable fera office de moyen de transport. L'autre nouveauté, c'est le mode CDC versus CIA. À moitié nouveau en réalité, il s'agit d'un mode de survie en équipe dans lequel votre groupe doit tenir plus longtemps que ses adversaires. Vous ne pourrez pas tirer sur eux, mais le jeu se termine une fois que tous les membres d'une équipe sont à terre. Bref, même s'il est toujours agréable de décimer du mort-vivant dans un jeu vidéo, le mode zombie, déjà vu, n'est toutefois pas la partie la plus intéressante de ce Black Ops 2. Vous l'avez sûrement senti dans l'introduction, c'est d'un œil plutôt circonspect que l'on a accueilli ce nouveau Call of, alors que notre verdict final est au contraire assez positif. Je vais t'envoyer ça. Certes, graphiquement, l'ensemble commence à être un peu vieillot. Il n'y a pas d'évolution notable par rapport à Modern Warfare 3, mais le tout est bien optimisé et tourne sans aucun ralentissement. D'aucuns diront que c'est la moindre des choses, mais si nous avons apprécié cet épisode, c'est premièrement parce que les nouveautés qu'il apporte suffisent à dire que Treyarch ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Par nouveauté, on entend évidemment le mode RTS et l'aspect embranchement multiple du solo que nous avons évoqué. On a des blessés. Demandons évacuation immédiate. Deuxièmement, c'est parce qu'une grande partie de l'histoire se déroule dans le futur pour le grand bonheur des fans de SF que nous sommes. Restez calme. Restez où vous êtes.
Le scanner a détecté la présence de matériaux dangereux. Si l'époque des années 80 n'est pas la plus passionnante en termes de gameplay, à part quelques séquences totalement over the top à laquelle la série nous a habitués, on le confesse, la partie futuriste nous a globalement séduits. Voler en wingsuit, ça fait son petit effet, commander des drones aussi, et cette mission sur les îles Caïmans nous restera en mémoire. Cette scène, dans une boîte de nuit futuriste, est d'ailleurs particulièrement réussie, aussi bien au niveau de l'ambiance, des décors, qu'au niveau de cette phase de shoot au ralenti, dont un certain Medal of Honor devrait s'inspirer. Côté multi par contre, nous sommes un poil moins enthousiastes. Les nouvelles maps et modes sont là, les améliorations aussi, mais soyons honnêtes, aucun changement n'est extraordinaire. C'est du Call of et ça reste du Call of, donc un multi simple mais efficace, prenant et addictif, mais toujours pas une révolution. Même constat concernant le mode zombie, qui varie un peu les plaisirs avec l'arrivée des modes Grief et Transit, mais qui reste globalement similaire à ce que nous avons connu. Mais ne soyons pas mauvaise langue pour autant, Black Ops 2 n'en reste pas moins très complet et généreux en contenu. Avec son solo sympa et ses 2 modes multijoueurs aussi chronophages, nul doute qu'il vous occupera, au moins le temps que d'éventuels Modern Warfare 4 ou Black Ops 3 pointent le bout de leur nez. Enfin, éventuel, façon de parler, hein. Mason disait qu'il avait arrêté de voir les nombres, mais je sais pas. J'en suis pas sûr, moi. Voilà, Black Ops 2, donc plutôt positif. Donc Emmerich était content. Donc mis à part le multi qui en a fait, donc moi j'ai joué un petit peu, j'ai aidé pour les saisies. Bah, c'est plan-plan, quoi, c'est habituel. Ouais. Il y a juste le mode le Call of Duty Elite, donc tout leur système un petit peu social qui est maintenant accessible gratuitement. Donc ça c'est cool. Mais par contre, en effet, au niveau de la campagne, bah, il y a des vraies surprises, quoi. Il y a des moments qui sont presque touchants. Enfin, les mecs ont quand même essayé d'apporter des nouveautés, apporter des chemins un peu différents, et puis au niveau du storytelling. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. C'est bien qu'ils se reposent pas sur leur milliard de ventes. Emmerich m'a même dit qu'il serait intéressé pour faire le prochain Call of. Donc t'imagines, ça veut dire quand même que ça l'a touché quelque part. Complètement. Ouais. Donc on se retrouve maintenant dans 15 jours, et dans 15 jours ce sera le dernier classé 18+, de 2012. Pour l'occasion, on aura 2 jeux. Un blockbuster et demi, donc on aura Far Cry 3, donc qui est le gros blockbuster, et aussi Zombie U, qui est pas tout à fait un blockbuster, tout simplement parce que l'équipe qui l'a développé, c'est Ubisoft Montpellier, donc ils sont beaucoup plus petits, c'est une petite structure, et c'est également un jeu de lancement, donc avec ce que ça signifie en termes de développement un peu parfois rachitique. Le développement en plus a été très compliqué pour Zombie U, puisque le jeu a été rebooté on ne sait combien de fois avant de devenir genre un pur jeu de zombie survie. Donc voilà, on va voir tout ça dans 15 jours, et puis il y aura d'autres petites choses, etc. J'ai l'impression que tu vas ajouter quelque chose. Ouais, non, je sais pas, tu parlais de Zombie U comme si genre tu prépares le terrain, tu y as joué. J'ai joué un petit peu, ouais, bien sûr. Ah d'accord, donc on sait que... Non, c'est pas mal. Moi, je fais partie des gens qui l'aiment bien. D'accord. Mais par contre, le jeu est sorti donc, aux États-Unis il y a quelques temps, donc du coup, il y a tout le retour de la presse américaine, et eux, clairement, ils sont un peu mitigés. Ouais. Donc ensuite, c'est clair, tu vois, Zombie U, c'est un jeu, lors de son lancement, c'est le seul jeu réellement adulte et nouveau, pas une adaptation. Donc c'est pas Mass Effect 3, etc., qui sont déjà sortis, qu'on connaît déjà. Et donc du coup, tu t'attends énormément. Ouais. Et donc clairement, en termes techniques, c'est pas tout à fait ça. Mais moi, j'ai vraiment apprécié le game system, que je trouve juste énorme. Et donc ensuite, chacun se fera son avis. Et de toute manière, c'est pas moi qui vais faire la critique, c'est Jonathan, un spécialiste de la survie, donc il pourra nous dire si en termes de storytelling ça vaut The Walking Dead. Ça va être peut-être un petit peu chaud, mais en tout cas si le système de jeu est intéressant. Mortel. Et Far Cry 3, j'ai hâte. Et Far Cry 3, ce sera Moguri qui va faire la critique. Et on va y jouer comme des bâtards. Yes. Donc rendez-vous dans 15 jours pour le dernier classé du plus de 2012.